Ces hommes de toutes sortes qui se trouvent réunis dans les théâtres, j'espère que je l'ai mieux tout à l'heure, car l'imitation qu'on leur fait est celle de sentiments qui leur sont étrangers. L'imitateur n'est point porté par nature vers un pareil caractère de l'âme et que son talent ne se point à lui plaire, puisqu'il veut s'illustrer parmi la multitude. Au contraire, il est porté vers le caractère irritable et divers parce que celui-ci est facile à imiter. C'est évident. Marrant d'ailleurs de voir à quel point à quel point les interlocuteurs sont conciliants chez Platon. Vous remarquez, hein, c'est formidable. Bon. Nous pouvons donc, à bon droit, le censurer et le regarder comme le pendant du peintre. Platon parle du poète ici. Le poète ressemble au peintre en ce qu'il ne produit que des ouvrages sans valeur au point de vue de la vérité. Et il lui ressemble encore du fait qu'il a commerce avec l'élément inférieur de l'âme et non avec le meilleur. Ainsi, nous voilà bien fondés à ne pas le recevoir dans un état qui doit être régi par des lois sages, puisqu'il réveille, nourrit et fortifie le mauvais élément de l'âme et ruine de la sorte l'élément raisonnable, comme cela a lieu dans une cité qu'on livre aux méchants, en les laissant devenir forts et en faisant périr les hommes les plus estimables. Le poète, il continue, introduit un mauvais gouvernement dans l'âme de chaque individu en flattant ce qu'il y a en elle de déraisonnable, ce qui est incapable de distinguer le plus grand du plus petit, qui au contraire regarde les mêmes objets tantôt comme grands, tantôt comme petits, qui ne produit que des fantômes et se trouve à une distance infinie du vrai. On est dans le livre 10 de la République, c'est la deuxième occurrence dans la République, après le livre 3, où Platon se propose tout simplement non seulement de censurer les poètes, mais de les exclure de la cité. Thomas Schlesser, c'est un passage cardinal qu'on brandit bien souvent d'ailleurs comme l'origine du procédé même de censure et des motifs qui le gouvernent. Oui, et les motifs qui le gouvernent, vous voyez, ce sont en réalité l'excès de talent, l'excès de génie, de force qu'il peut y avoir parmi les artistes. Et c'est ça qui inquiète Socrate et à travers lui Platon, parce que il y a un pouvoir de conviction, il y a une singularité qui est potentiellement une mise en danger du bien commun. Mais si vous permettez, j'ajouterais quand même que un peu plus tard, Socrate, en s'adressant à Glaucon, lui précise que si un poète vient à s'introduire dans la cité, il faut d'abord l'accueillir avec beaucoup d'amitié, avec beaucoup de respect, avant de lui dire qu'il est nécessaire qu'il s'en aille. C'est-à-dire que il y a quand même une reconnaissance très aiguë de la qualité et même de la vertu, simplement, eh bien, Socrate se rend compte que l'art étant trop éloigné de la vérité, il va bien falloir sacrifier ce talent, il va falloir sacrifier cette force de conviction. Voilà, là on est au cœur des motifs pour lesquels le poète est exclu. Oui. C'est qu'on a indexé son art, en tout cas Platon se propose d'indexer son art, son travail, sur une autre ambition que l'art lui-même. Oui. Le poète est en charge du vrai. Il est l'un de ceux qui est en charge du vrai, de ceux qui sont en charge du vrai. Et par conséquent, c'est quand il manque à cette tâche cardinale, politique, qu'il doit être exclu de la cité. Absolument, parce que Platon, en réalité, considère que le poète va davantage du côté de l'émotion et donc de l'illusion. Et de l'imitation. Et de l'imitation, hein. Il dit, grosso modo, il dit c'est au troisième degré, c'est-à-dire que la vérité est du côté de Dieu. Il y a les artisans qui vont faire à l'égal de Dieu. On est au deuxième degré de la vérité. Le troisième degré, ça va être l'imitation par les peintres et les poètes. C'est dans le même livre, hein, il prend l'exemple du lit. Alors il y a l'idée du lit, qui est donc la vérité. Ouais. Il y a, on s'éloigne de 2 degrés quand on reproduit le lit, donc le lit de l'artisan, qui est à l'idée du lit, ce qu'une réalité singulière est à la vérité. Oui. Et puis il y a le lit du peintre, le lit tel qu'on se le représente, tel que la poésie en parle, tel qu'on l'invente, tel qu'on l'imagine, et qui à ce moment-là est à 3 degrés de la vérité. Allez-y. Merci. Et on est donc ici dans un processus de censure à partir du moment où on fait reposer l'art, on demande à l'art d'accomplir une autre tâche que la sienne. Tout à fait. C'est-à-dire en fait une tâche philosophique, hein, ce qui n'est pas exclu, ce qui n'est pas impossible. Les ambitions de l'art peuvent être
extrêmement diverses. Mais à partir du moment où Platon identifie l'ambition comme étant simplement celle d'une illusion et du ravissement par l'illusion, de la simple habileté d'une certaine manière, l'art est considéré comme néfaste et par conséquent, le poète ou le peintre doit être exclu de cette république idéale qu'il propose. On comprend comment l'exclusion s'articule, va avec la reconnaissance du talent du poète, puisque le poète, c'est vraiment celui qui nous fait prendre des vessies pour des lanternes. Vous avez raison, et je pense qu'on peut insister là-dessus. Au fond, les vrais censeurs, les grands censeurs sont ceux qui savent reconnaître un talent, sont ceux qui savent reconnaître la qualité d'un artiste. Alors, de fait, c'est le cas du procureur Pinard, oui. Qui a plaidé contre Madame Bovary dans le procès auquel Flaubert a eu droit en 1857, après la parution en feuilleton de Madame Bovary en 1856. Il y a donc eu le procès en 1857, année faste pour les censeurs, puisqu'il y avait le procès des Fleurs du Mal la même année. Oui. Et alors le procureur Pinard ne cesse dans sa plaidoirie, où il dit des tas de choses très intéressantes d'ailleurs, de reconnaître le grand talent de Flaubert, justement. Il dit, non seulement il représente des peintures lascives, il stigmatise les souillures du mariage et les désillusions de l'adultère, alors il aurait pu dire l'inverse, dit le procureur, mais surtout, il le fait avec génie. Et c'est ça qui est impardonnable. Oui, absolument. Et alors, le procureur de l'Empire, Pinard, non seulement reconnaît le génie de Flaubert, mais fait preuve d'une véritable sagacité dans son analyse de l'œuvre de Flaubert. Au fond, si on devait dire aujourd'hui à un jeune élève de première qui serait intéressé par le fonctionnement de l'œuvre de Flaubert, on aurait tout intérêt à l'orienter vers ce que dit Pinard, parce que Pinard, en fait, isole quelques passages et les condamne au nom d'un outrage aux bonnes mœurs. Outrage à la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs. Oui, voilà, c'est ça. Et alors, parmi les 4 passages qu'il identifie, il y a notamment le passage de la mort de Madame Bovary. Ici représenté donc par Isabelle Huppert dans le film de Chabrol en 90, magnifique Isabelle Huppert. Un film absolument superbe parce qu'en fait, Chabrol comprend très bien une chose, c'est que ce qu'il y a de central dans Madame Bovary, c'est la grisaille. C'est en fait une beauté très paradoxale qui émerge de la médiocrité, de la grisaille. Et pour Flaubert, le défi était extrême, puisqu'il s'agissait d'arriver en fait à faire surgir une beauté simplement du langage, une beauté purement autonome. Mais le sujet en tant que tel, à savoir la succession d'adultères de Madame Bovary, n'était au fond que un prétexte à faire ce roman de la neutralité, d'une certaine manière. D'ailleurs, à l'argument qu'on aurait pu opposer à Pinard, que Pinard se fait à lui-même, d'ailleurs l'objection qu'il se fait à lui-même sur le thème « Après tout, c'est un roman dans lequel l'adultère est condamné ». Oui. Ça finit mal, Madame Bovary. Elle est sur son lit de mort, elle vient d'avaler de l'arsenic dans la pharmacie de Monsieur Homais parce qu'elle ne peut pas acquitter les dettes qu'elle a contractées pour faire des cadeaux à ses amants. Oui. Bon, ça finit mal. Pinard dit oui, mais c'est peu de choses à côté du bonheur qui est le sien d'avoir un amant, et donc cette fin faussement morale ou cette fin apparemment morale ne recouvre qu'imparfaitement les turpitudes de cette femme indigne. D'autant que Pinard relève à juste titre que cette fin de Madame Bovary, elle combine les hoquetements qui s'apparentent à un orgasme au moment où elle meurt et les derniers sacrements. Le profane et le sacré sont mêlés. Et alors là, il y a un mélange des genres qui, aux yeux de Pinard, est tout à fait inadmissible. Et de même, et je crois que c'est un deuxième argument très important quand on veut comprendre le procès de Madame Bovary, il condamne le réalisme. Et le terme est prononcé 2 fois, à la fois pendant la plaidoirie de Pinard et dans le verdict donné par le tribunal. Il ne donne pas d'ailleurs à réalisme le même sens que Flaubert, puisque Flaubert lui-même écrivait contre la littérature réaliste. Tout à fait. Ça, c'est une autre histoire. Mais il y voit un danger dans la mesure où le réalisme serait susceptible de parler de tout. Et par conséquent, ne mettrait l'art à distance, puisque à ses yeux, l'art aurait pour fonction d'épurer l'âme, selon d'ailleurs une définition qui est assez conventionnelle. En réalité, ce qui gêne profondément Pinard, c'est simplement le fait que Flaubert dise la réalité. Il y a, dans le procès de Madame Bovary, une censure de la réalité elle-même, un déni de la réalité, exactement comme la cigarette de Malraux que la Poste a décidé d'effacer, pour éviter que la réalité historique ne soit formulée, si banale soit-elle. Cigarette de Malraux, cigarette de Sartre, cigarette la pipe de Tati, ou cigarette de Chirac même d'ailleurs. Alors, un point quand même, c'est vrai
fait que Madame Bovary a de temps en temps des élans mystiques. Elle se prend d'amour pour le Christ, rappelant à l'avance ce que Félicité elle-même fera dans Un cœur simple, quand elle s'éprend d'un Dieu imaginaire. Oui, elle finit par s'éprendre d'un perroquet. D'un perroquet, voilà, qui est une figure christique. Elle embrasse ici le crucifix, elle l'embrasse avec passion, ça c'est le premier point. Et le deuxième point qu'il faut noter quand même, c'est qu'elle a les lèvres noircies ici par une sorte de liquide. Elle se met à cracher un liquide noir dont les exégètes de Madame Bovary ont dit que c'était de l'encre. Et qu'en fait, Madame Bovary n'existe, le chef-d'œuvre n'est un chef-d'œuvre que parce qu'il est encadré justement par la perspective de la mort de Madame Bovary. Absolument. Et derrière ça, il y a peut-être une chose qu'on peut ajouter par rapport à... c'est très bien ce que rend Chabrol ici, c'est-à-dire l'aspect dérisoire du cadavre. Il y a un grand désenchantement dans Madame Bovary. Ça aussi, l'absence de perspective religieuse, l'absence de perspective spirituelle, ou du moins sa mise en cause par les processus d'ironie de Flaubert, pour les regards très conventionnels du Second Empire, c'est considéré comme tout à fait intolérable. Alors, avec d'ailleurs, cette ironie est présente à plusieurs reprises dans le livre. La séance de séduction où Rodolphe fait la cour à Madame Bovary pendant qu'on entend la distribution des médailles des comices, qui ne manque pas, enfin le contraste entre les deux est stupéfiant à la lecture. On retrouve aussi l'ironie dans le fait que Madame Bovary est sur son lit de mort et l'aveugle qui hante tout le livre passe à ce moment-là et chante une chanson grivoise dont le refrain achève Madame Bovary. Et donc il y a ce contraste entre la parole de l'Évangile, c'est Bournisien, c'est l'abbé Bournisien qui lui tend le crucifix et dans le même temps l'aveugle qui chante des cochonneries. Très juste, très juste. Peut-être pour finir simplement sur Madame Bovary, on peut préciser une chose, c'est que Flaubert est in fine simplement victime d'un blâme. Mais ce blâme, même s'il ne s'agit pas d'une censure définitive sur l'œuvre, est quand même comme une espèce de tache sur la carrière de Flaubert. Et il y avait ici, très clairement, de la part du pouvoir en place, une volonté de marquer le coup. Une tache ou une médaille. Vous vous souvenez du mariage de Figaro, acte 5, scène 3. Pourvu que je ne parle en mes écrits ni de l'autorité, ni du culte, ni de la politique, ni de la morale, ni des gens en place, ni des corps en crédit, ni de l'opéra, ni des autres spectacles, ni de personnes qui tiennent à quelque chose, je puis tout imprimer librement sous l'inspection de 2 ou 3 censeurs. Restons dans la censure, avec une façon très étrange de penser la censure. Nous avons ici une image d'une exposition qui n'est pas l'exposition sur l'art dégénéré, qui date de 1937, mais qui est une exposition préalable, au fond, qui date de 1935, sur les reflets de la décadence, Spiegelbilder des Verfalls, donc les reflets de la décadence, dont l'objet, alors c'est très, très, très intéressant, c'est que le Troisième Reich a voulu censurer en montrant ce qui, à ses yeux, relève d'un art dégénéré, spéculant sur le bon sens de la population allemande, qui ne peut pas trouver d'intérêt dans les œuvres d'Erich Eckel, l'homme assis, ou bien de Hans Grundig, le garçon au bras cassé. C'est la pire des censures, c'est celle en fait qui consiste à mettre en pâture, en spectacle, des œuvres pour les tourner en dérision. Et vous voyez comme les processus de censure peuvent être en fait extrêmement ténus. C'est très simple, il suffit par exemple, eh bien, comme le montre très très bien cette photographie documentaire... D'exposer les tableaux n'importe comment. Exactement. Il suffit simplement d'orienter le cadre de telle manière à ce qu'il ne soit... qu'il n'est pas droit. Il n'est pas droit. Il n'est pas droit. Et celui de Grundig est simplement posé par terre. C'est une façon, au fond, par une mise en scène extrêmement habile, eh bien, de montrer le caractère dérisoire, le caractère enfantin, et même, alors, dégénéré, pourquoi? Parce que, dans l'esprit de la barbarie nazie, ce type d'œuvre s'apparentait à l'art des fous. Vous savez que dans les années 20, Prinzhorn, le psychiatre, avait déjà rapproché l'art des fous de l'art des génies, mais dans son esprit à lui, c'était pour montrer à quel point l'art des fous était intéressant et digne de considération. Eh bien, en fait, le Reich va inverser cette proposition et, par une censure épouvantable, mais très très habile, faire ce rapprochement pour montrer à quel point les œuvres expressionnistes allemandes sont infâmes et donc condamnables. Ce qui est étonnant dans cette photo, dans la disposition de cette photo, quand même, juste un point encore,
c'est le tableau que constitue Hitler lui-même. Hitler lui-même. C'est-à-dire que nous avons ici deux peintures qui trahissent les apparences telles qu'elles nous sautent aux yeux pour en dire le secret, pour en dire l'intimité. Et nous avons ici quelqu'un qui, au contraire, partisan apparemment d'une sorte de réalisme, on va en parler tout de suite, hein, le réalisme national-socialiste. Nous avons ici quelqu'un qui donc les juge, d'ailleurs il regarde ailleurs, mais qui en lui-même est le véritable tableau, si j'ose dire. C'est qu'il y a ici le tableau du pitre, ou plus exactement le tableau qu'il faudrait censurer. Oui, oui, absolument. C'est le tableau qu'il faudrait censurer, dans le sens où Hitler est l'incarnation de la propagande, c'est-à-dire de l'image officielle à laquelle est supposé se rallier l'ensemble du peuple allemand, mais même le Volksgeist, c'est-à-dire l'esprit du peuple en règle générale. Alors, dans votre livre, L'art face à la censure, qui est un très beau livre, vous revenez sur 5 siècles d'interdits et de résistance. C'est un très beau livre, très bien illustré. Vous citez un passage étonnant de Rosenberg, qui était donc le théoricien du nazisme, contrairement à ce que son nom pourrait indiquer d'ailleurs, qui parle de dégénérescence de l'art selon le nazisme. Et alors, c'est un texte absolument ahurissant dans lequel il fustige le métissage, les carrés clairs-obscurs, les structures géométriques, etc., en parlant de bâtardise vaseuse et cadavérique d'un Berlin devenu syrien. Et il parle également de l'idéal racial de la beauté. Oui. Est-ce qu'on peut aller... Alors, on est ici face à, cette fois-ci, un tableau de Ziegler, qui, outre qu'il est peintre, est également... l'ordonnateur, peut-être même le commissaire de l'exposition sur l'art dégénéré. Oui. Est-ce qu'on peut faire une filiation entre, ou est-ce que c'est abusif, entre l'indexation de l'art sur un projet politique tel que Platon la demande aux artistes et le fait de soumettre l'art à un idéal racial de la beauté qui donne cette représentation, ce triptyque. Vous soulevez là, évidemment, un problème central, crucial. Une thèse qui est celle de Popper, au fond, hein, qui est de dire que Platon formule une théorie de la dictature dans la République. Oui, mais simplement, chez Platon, et je crois que c'était important de signaler au début cette petite nuance quant à l'amitié, à l'affection qu'il peut y avoir pour les artistes, mais avec cette réserve, vous êtes si fort qu'on ne peut pas vous accepter dans la cité. C'est évidemment complètement différent chez les nazis, en particulier chez Rosenberg, où ça s'accompagne d'une violence terrible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de seconde chance donnée. Chez Platon, il y a évidemment toujours la seconde chance. On peut se corriger, on peut essayer d'aller vers un cheminement plus philosophique. Il y a dans le nazisme une condamnation beaucoup plus totalement définitive et épouvantable. Avec, je crois, une autre idée extrêmement étonnante. Rappelons juste un point, c'est que le tableau que nous avons sous les yeux représente les 4 éléments. Oui. Hein, le feu, l'eau, la terre et l'air, qui apparaît dans les cheveux. Et on peut rappeler autre chose, c'est que ce tableau figurait sur la cheminée d'Hitler. Oui, à Munich, oui. Voilà. Oui, si vous voulez, le nazisme imagine que le contact... D'ailleurs, il n'y a pas que le nazisme qui imagine cette chose-là. Imagine que le contact avec l'image va avoir une incidence sur celui qui la regarde. En d'autres termes, de voir une œuvre où les physiques seraient censément purs, beaux, idéaux, encouragerait la capacité de la race à se régénérer. Hein, alors que un art expressionniste allemand où on voit des physiques beaucoup plus acérées, beaucoup plus tourmentées, avec des formes saillantes, eh bien, ce serait un encouragement à la décadence, à la dégénérescence. Alors, juste un point quand même. Voilà donc un tableau, un triptyque de 4 éléments d'ailleurs. Donc le triptyque des 4 éléments qui est tout entier, alors dicté par une intention. Là, pour le coup, on est dans un art qui s'inscrit dans une intention et qui donc est tout à fait concevable, audible et même souhaitable sous le Troisième Reich. Imaginons, puisqu'on est dans un art soumis à une intention, que l'intention soit différente. Que Ziegler, au lieu de faire l'apologie du bon arien, que Ziegler ait voulu faire un tableau parodique. Est-ce qu'on regarderait cette œuvre différemment ? Sûr. Parce que c'est aussi une question, après tout. À partir du moment où l'art est soumis à une intention, si on modifie l'intention, est-ce qu'on ne regarde pas le tableau différemment ? Mais c'est très important. Ça signifie que l'art n'est pas un absolu, comme on a souvent tendance à le croire. Bien évidemment qu'on ne peut pas faire l'économie totale de l'intention. Par exemple, vous pouvez avoir des œuvres de Francis Picabia qui ressemblent très très étonnamment à ce genre de canon de beauté. Mais chez Picabia, il s'agit naturellement d'ironie. Donc, l'intentionnalité qu'on a
souvent tendance à vouloir complètement balayer au nom d'une analyse purement autonome et structurale, elle est indispensable pour comprendre les choses et pour modifier notre regard à leur sujet. Alors, on peut s'interroger d'ailleurs sur l'intention Voilà, donc la lumière est éteinte. Oui, Günther von Hagens. Günther von Hagens, hein, qui est donc le plastinateur, je ne sais pas si l'expression convient, qui est donc cette exposition qui s'appelle Our Body, qui est une exposition qui, prenant, je crois, des condamnés à mort chinois, du moins c'est ce qu'on dit, les a littéralement dépecés, hein, enlevé la peau, pour montrer donc nos organes et les mettre par ailleurs en situation triviale. En l'occurrence ici, donc cet individu, ce monsieur, hein, on sait que c'est un homme, joue au football. Alors on est ici dans un autre registre. Alors cette fois-ci, ça n'est plus la censure par monstration, c'est au contraire l'exhibition comme preuve justement d'un art et de son indépendance. Mais est-ce qu'il n'y a pas là, une intention, deux, une autre manière de censurer qui serait de dire aux gens qui regardent ça, bah, vous n'avez pas le choix de voir autre chose que ce que nous vous montrons ici. Très important. Cela signifie que, je crois, pour le dire simplement, notre régime, qui est un régime démocratique, de liberté de conscience, de liberté de création et de liberté d'expression, n'est pas nécessairement un chèque en blanc pour tout et n'importe quoi. Or, à mon sens, cette exposition, Our Body, qui, il faut le signaler peut-être, a d'abord circulé, a notamment pu être visible à Marseille et à Lyon, qui a même été un gros succès commercial, a été interdite une fois qu'elle est arrivée à Paris. Pour la petite histoire, elle a d'abord été déconseillée par le comité d'éthique au moment où elle a été proposée à des organismes publics, et puis ensuite il était prévu qu'elle aille dans un institut privé. Et finalement, il y a eu une décision du tribunal de grande instance qui a dit tout de suite il n'en est pas question. Et pourquoi il n'en est pas question? Quels étaient les motifs? Parce qu'on a dit c'est la provenance des corps. Hein. Oui, alors la provenance des corps, c'est qu'en fait on l'ignore. Elle n'est pas claire. Donc ça c'est la première chose. Puis il y a une deuxième chose, c'est que vous n'avez pas le droit de porter atteinte à la décence, à la dignité humaine. Hein. Or, d'avoir ici sous couvert d'un intérêt scientifique, qui est très sincèrement extrêmement limité, n'importe quel biologiste vous le dira, sous couvert d'un intérêt esthétique, qui pour l'historien de l'art que je suis, est absolument nul. Je veux dire, il est très clair que ce genre de disposition est d'une vulgarité sans nom. Eh bien, sous couvert de ces deux motifs, on ne peut pas porter atteinte à la décence humaine, à la dignité humaine. Or, mettre en scène comme ça des cadavres dans des positions aussi triviales que jouer au football ou, ils allaient plus loin, faire l'amour, eh bien, c'est tout à fait intolérable, c'est impossible. Et je pense que la décision du tribunal, en fait, n'est pas une décision de censure, elle est une décision légitime. Et puis il y a quelque chose de mensonger là-dedans aussi, c'est qu'on les montre dans des positions triviales, ils ont tous l'air mélancoliques. Oui. Un type qui joue au foot, a priori, n'a pas ce visage triste et mélancolique. Il a le visage d'un homme qui attend vainement la femme de sa vie et qui n'arrivera pas. Or, il est en train de jouer au foot. Il y a un malentendu derrière ça. C'est-à-dire qu'il manque aussi, dans la volonté de tout montrer, il manque aussi le scrupule nécessaire de l'artiste qui permet de donner une intention précisément à ce qu'il montre ou une intention qui corresponde à ce qu'il décrit. Complètement. L'artiste peut vouloir délibérément casser un sens, une signification. Mais ce qui est totalement exempt de sens, pour des raisons en réalité simplement commerciales, alors là, on tombe en effet dans l'arbitraire et n'importe quoi. Et encore une fois, il ne s'agit pas dans ce cas-là d'appeler à la censure et de dire cela aurait dû avoir lieu, mais plus exactement de nous rendre compte de la préciosité, en fait, de notre liberté d'expression, de notre liberté de conscience. Mais alors, ce que notre liberté d'expression et notre liberté de conscience peut avoir de précieux supposerait aussi qu'on autorise tout simplement cela. Est-ce que l'argument de la décence ou de l'indécence est recevable pour censurer ce qui s'est passé, par exemple, alors c'est une affaire un peu franco-française avec l'exposition de Larry Clark qui montrait des adolescents nus, eux-mêmes d'ailleurs parfois en train de faire l'amour, et qui a été interdite aux moins de 18 ans. Oui, alors vous voyez justement cette interdiction aux moins de 18 ans a été considérée par certains... Est-ce qu'on n'est pas là dans un procès Pinard bis au fond où il s'agit d'indécence? Alors, en fait, l'interdiction aux moins de 18 ans, pour être exact, était faite pour préserver l'ensemble de l'exposition parce que on craignait, on devançait un petit peu les options des censeurs, on craignait qu'avec une autorisation pour les mineurs, eh bien, il y ait une décision d'un tribunal qui interdise tout bêtement et entièrement l'exposition. Mais vous voyez, en fait, cette interdiction n'a pas été... De sorte que quand on a titré sur la censure, voilà.
En vérité, c'était mensonger. C'était quelque peu paradoxal parce qu'en fait, la censure, elle est toujours du côté de ceux qui se sentent censurés. Libération, en effet, a titré que Larry Clark était censuré par la mairie de Paris, mais la mairie de Paris rétorquait, et je pense à raison, que en réalité, c'était exactement l'inverse d'une censure. Cela permettait d'avoir l'intégralité de l'œuvre de Larry Clark. La censure est également une question de point de vue. Alors, c'est sur cette question de point de vue que nous, on va continuer à discuter. On va le faire sur Internet et on va parler notamment sur Internet avec vous, Thomas Schlesser, de la vérité dévoilée par le temps. Le tableau de Tiepolo, qui est au Parlement italien et dont Berlusconi a voulu, en partisan ponctuel de la décence, dont il a voulu cacher le sein. On va en parler tout de suite, on va le chercher sur l'ordinateur. Merci en tout cas, hein, Thomas. Merci. Venez. Maintenant, il faut que je le trouve. Et elle est donc la vérité dévoilée par le temps.